Bonsoir, goedenavond. Bienvenue à la deuxième soirée, de l'âge d'or expérimental. Et comme chaque année, c'est l'occasion pour la Cinémathèque d'organiser une séance, une projection avec la Fondation Miriam Garfunkel. C'est l'occasion de se souvenir de cette critique de cinéma qui était si curieuse et qui aimait tellement le cinéma. Et donc la chose était plutôt normale de travailler avec la Cinémathèque et essayer d'aller explorer un cinéma qui est difficile à voir. Et parce que tout se tient, et c'est facile que tout se tienne, parce que la Cinémathèque fait tellement de choses que c'est impossible de ne pas lier une chose à l'autre. Parce que tout se tient, la Fondation a décidé à partir de cette année de soutenir un projet de la Cinémathèque pour la sauvegarde et la restauration du cinéma africain, de l'Afrique subsaharienne et du monde de culture arabe. C'est un projet qui est né de la demande de cinéastes dans beaucoup de pays, comme je dis, de l'Afrique subsaharienne et aussi du pays nord-africain, parce qu'il s'agit de pays dans lesquels il n'y a pas des institutions ou des structures qui permettent la sauvegarde du cinéma. Et en plus, dans la ligne d'un post-colonialisme qui devient de plus en plus vulgaire, dans beaucoup de cas, les négatifs et les éléments du cinéma, de ces cinématographies se trouvent en Europe, dans les laboratoires européens. Donc c'est avec les cinéastes et avec aussi les institutions dans ces pays qu'on travaillera dans les années à venir pour restaurer ce cinéma. La première séance de ce programme sera le 30 octobre aux Journées cinématographiques de Carthage, quand on présentera Les baliseurs du désert en version restaurée, aussi avec le Faucon, et pour faire cadeau aux Journées de Carthage des documentaires sur les journées. Mais la Cinémathèque, je l'ai dit hier, je le répète, ce n'est pas le lieu du passé du cinéma, c'est le lieu de l'avenir du cinéma. Et donc, c'est avec un énorme plaisir. Ce sont vraiment des jours, des occasions dans lesquelles je suis vraiment content. Il n'y en a pas beaucoup dans le travail d'un directeur de Cinémathèque, mais il y a des jours où je suis content. Et dans la lignée d'avoir montré tous les cinémas de Wang Bing, les cinémas de Lav Diaz et les autres artistes qui font aujourd'hui le cinéma le plus intéressant et le plus fort dans ces années, la logique, encore une fois, nous amène à une programmation que je trouve magnifique. Et je vais vous interroger à la fin du festival, parce que vous devez voir tous les films, le cinéma de Johanna Agitomas et Khalil Jorej. C'est une occasion unique, je l'ai dit hier. Dans les prochains jours, vous allez voir des films que vous n'aurez pas l'occasion de voir facilement. Et donc il faut venir et il faut les voir, surtout quand ils sont vraiment inoubliables. Et je me tais, je passe la parole à Joanne et Céline. Nous sommes très contents. Je vous rappelle, demain matin à 11h, c'est pas trop tôt, c'est quand même 11h, ça va. On aura un masterclass et on parlera de ce cinéma si beau et si, comment dirais-je, stimulant et différent. Bon, bonsoir tout le monde, merci d'être là. Moi aussi je suis très contente, merci de cette présentation, de vous montrer ces films-là pendant ces quelques jours. En fait, Khalil est désolé de ne pas être avec moi et un souci familial, mais il espère vous rejoindre dans les jours qui viennent. Et je voulais vous parler très vite de ces deux films, et ensuite on va avoir une discussion avec Céline et peut-être Nicolas. Et vous, surtout. Et je voulais vous raconter en 2 mots comment se sont faits ces 2 films, parce qu'ils se sont faits de façon très inhabituelle. Donc le premier film que vous allez voir, c'est un court-métrage qu'on a tourné en 2001 au Liban. On
reçu une commande de France 3 qui avait à l'époque une émission qui s'appelait Espace francophone, je ne sais pas si ça existe encore, et en fait l'idée c'était de demander à des cinéastes de faire un film sur Beyrouth, et Beyrouth vue par, et on avait 7 minutes. Et donc, c'était très challenging quand même, en 7 minutes, de montrer Beyrouth. Et donc, on a fait un parti pris dont on parlera tout à l'heure, de ne pas vraiment montrer la ville, mais de proposer autre chose, parce que c'était aussi au cœur de notre préoccupation toujours, comment on représente les villes, comment on va contre les définitions, contre les représentations et les idées reçues sur les êtres et les choses et les lieux. Et le deuxième film, mais vous verrez qu'il y a un acteur qui est au centre de ce court-métrage qui s'appelle Rabia Amroué, que vous connaissez peut-être, qui a montré beaucoup de choses aussi à Bruxelles, qui est un performeur et un artiste, et avec lequel on a beaucoup collaboré, et qui est dans ce film-là, dans le premier film. Il est aussi dans le second film, un film qui s'appelle donc Je veux voir. C'est un film dont la genèse a été assez étrange, parce qu'on a fait ce film juste après une guerre qui a eu lieu au Liban en 2006. C'est une guerre qui a été très violente, très rapide, qui a duré 1 mois et demi. C'était un moment où on ne pensait pas revivre ce genre de guerre après la fin des guerres civiles libanaises, qu'on avait déjà, avec Khalil, beaucoup photographié les traces de ces guerres-là, beaucoup les ruines, beaucoup se poser des questions sur l'image. Et tout d'un coup, là, on était vraiment très attristé et très perdu, et on s'est vraiment demandé qu'est-ce qu'on fait comme film après, pour témoigner, qu'est-ce qu'on fait comme film pour montrer les choses, qu'est-ce que le cinéma, qu'est-ce que l'image dans des moments extrêmes, et qu'est-ce qu'on en fait. Et vous verrez notre proposition qui était une expérimentation cinématographique un peu étrange, un peu désespérée et très fragile. Donc j'aimerais beaucoup en parler avec vous tout à l'heure. Non, bonne séance, et puis on se revoit à la fin de ces 2 très beaux films. Merci. Voilà. Oui, en fait, l'idée de lier les 2 films, c'était aussi de montrer quelques années d'écart entre eux. Donc le premier a été fait en 2001, c'était un moment de grande ébullition au Liban, beaucoup d'espoir, alors que le deuxième film, c'était une note très différente. Donc je trouvais ça intéressant aussi de montrer 2 rapports comme ça très... dans le temps pas si éloigné, il y a 5 ans qui séparent les 2 films, mais avec vraiment, pour nous en tout cas, il y a un après et un avant de Je veux voir, et c'était le Ronde, c'est un moment d'expérimentation. On avait l'impression, beaucoup de personnes de notre génération, qu'on pouvait vraiment changer certaines choses dans cette région-là. Moi, je voudrais revenir sur la genèse de Je veux voir, qui est en fait liée à votre questionnement sur la fabrication des images dans cette partie du monde. Donc, tu es en France en 2006, quand éclate la guerre, et tu ne peux pas retourner, alors que que vous voudriez tous les 3 retourner à Beyrouth. Vous êtes bloqués en France et vous voyez les images du conflit à travers les médias. Et en fait, à travers le cinéma, vous voulez retourner sur les lieux du conflit, et vous vous posez la question de savoir comment montrer autrement le conflit. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ça? En fait, c'est vrai que comme moi je faisais partie d'un jury à Marseille, j'étais bloquée avec Khalil et notre fille en France, donc on a tout vu par rapport à travers la télévision, Internet, et c'était des images vraiment insoutenables. Et on se demandait, mais qu'est-ce que c'est en fait ces images finalement, puisque ces images, on aurait dit qu'elles n'avaient pas d'impact sur tout ce qui se passait, comme on peut se le dire de conflits qu'on voit aujourd'hui, dont on ne peut pas dire qu'on ne sait pas ce qui se passe, mais c'est des images qui n'ont presque plus... elles sont, bien sûr, on ressent une très forte empathie quand on les voit, mais
il y a aussi presque automatiquement une forme de mise à distance. Et dès qu'on a pu, dès que l'aéroport a été ouvert, on a tout de suite été à Beyrouth, au Liban, on a été au sud et on a commencé à filmer, à photographier. Et à la frontière entre Israël et le Liban, on a mis un trépied, et en fait, nous, on ne le savait pas, mais c'est très interdit, et ça a provoqué tout un problème, tout le monde est arrivé, la FINUL, le Hezbollah, l'armée libanaise, de l'autre côté Israël, ça a fait tout un truc, on nous a évacués, on a pris le trépied, et là, on s'est posé les questions, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait, en fait, si... Disons qu'on a eu tout d'un coup le sentiment d'un énorme rétrécissement de notre territoire en tant qu'humains, d'abord, tous avec cette guerre-là, et puis aussi dans ces conflits qui, on a l'impression, tournent de façon économique d'abord, on comprend plus très bien tout ça. Et là, on a eu vraiment envie de faire une expérience comme ça. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut pour mettre un trépied sur cette frontière, en fait? Est-ce qu'il faut une équipe, parce qu'on n'était que tous les deux? Est-ce qu'il faut une star de cinéma? Et là, tout d'un coup, il y a eu comme une idée, comme ça, de se dire, dans des endroits qu'on n'arrive plus à voir, parce que peut-être on voit trop de ruines, on voit trop de conflits, on voit la victime, on la voit sans lui donner vraiment un nom, ou un visage, une histoire. Est-ce que si on amène une icône de cinéma et qui n'a rien à faire là, et une équipe de cinéma, est-ce qu'on peut déplacer les choses? Est-ce qu'on peut faire une expérimentation qui, par son étrangeté, peut provoquer quelque chose de différent? Donc comment est-ce qu'on fait pour montrer, pour faire sentir que dans ce territoire, il y a 1 million de bombes à sous-munitions? Je peux le dire, mais comment faire pour qu'on le ressente différemment, pour qu'on l'éprouve, ou pour qu'on se questionne, ou pour qu'on ait une réaction, en tout cas, qu'elle soit par rapport à ça. Et donc c'était un peu l'idée du film. Mais l'idée du film, bien sûr, c'était pas, on pouvait pas aller confortable faire ce film, c'était pas possible. Donc il fallait se mettre aussi en danger, nous, en tant que cinéastes, faire un film où peut-être il ne se passerait rien. Donc la première chose qu'on a faite, c'était d'écrire à Catherine Deneuve, qu'on ne connaissait pas du tout, et on lui a fait cette proposition auquel, très étrangement, un peu, nous on a lancé une bouteille à la mer en disant elle ne va jamais nous répondre, et en fait très étrangement elle a répondu tout de suite. Donc on a d'abord été la rencontrer, et on lui a dit pourquoi on a choisi Catherine d'abord, parce que pour nous c'était très important que ce soit une femme on savait qu'on voulait travailler avec Rabia, parce que Rabia représentait un peu notre génération, la foi qu'on avait quand on faisait des choses comme Ronde et tout ça, le fait qu'on faisait beaucoup de choses très provocatrices, qu'on avait l'impression qu'on allait changer quelque chose. Donc on était tous ensemble dans ce mouvement-là, et il y a quelque chose qui s'est cassé en 2006 et qui ne s'est pas réparé. Et puis ensuite, elle était un peu une figure comme ça emblématique d'un certain genre de cinéma, de certains réalisateurs qu'on avait admirés. Et puis il fallait quelqu'un d'européen, pas d'américain, sinon l'antagonisme aurait été trop fort. Et puis comme ça, une histoire du cinéma. Parce que quand il y a une catastrophe qui se passe, on a besoin d'invoquer l'histoire. Et voilà, donc on a été la voir et on lui a fait cette proposition, et elle a dit oui. On lui a dit mais il n'y aura pas de scénario. Elle a dit oui, enfin, il n'y aura pas d'argent non plus. Hein, parce que l'idée était justement personne n'est payé, on va comme ça, on se lance. Et donc elle disait oui à tout, là, on avait de plus en plus peur nous, et on a dit bon on y va, et voilà. Donc ce film a été tourné en 6 jours, sans scénario, sans argent, et avec une mise en danger qui nous semblait indispensable pour que le film puisse exister. Oui, et puis on est tout le temps déstabilisé parce qu'on ne sait jamais, on est dans le réel, dans la fiction. C'est très beau ce rapport que vous avez fait entre la fiction et le réel. En fait, c'est un film à la fois expérience, parce que comme tu dis, Catherine n'a pas de scénario, et vous aviez décidé qu'elle devait en savoir le moins possible, en fait. Et donc il y a tout le temps des moments inattendus, par exemple. Quand ils se rencontrent, c'est la première rencontre qu'ils font, ils ne s'étaient pas rencontrés avant. C'est-à-dire qu'en fait, ça représente un peu la façon dont on travaille avec Khalil. C'est que, bien sûr, nous, on écrit tout. Mais après, on se dit, bon, voilà 2 personnes qui ne se connaissent pas et qui vont se rencontrer. Alors, je peux faire 2 choses. Je les présente l'un à l'autre. Et puis ensuite, on tourne la scène de la rencontre. Mais
Mais pourquoi? Parce que j'ai la chance qu'ils ne se connaissent pas. À ce moment-là, je les fais se rencontrer devant la caméra. Et évidemment, ils n'étaient pas du tout d'accord tous les deux, mais ils se sont laissés convaincre. Et tous les deux sont des timides, donc c'était aussi très intéressant. Alors après, il y avait plusieurs risques à ça. D'abord, qu'il n'ait rien à se dire. Ils ne parlent pas d'ailleurs beaucoup. Et ensuite, donc on a beaucoup parlé, chacun, Khalil a parlé avec l'un d'entre eux, moi j'ai parlé avec l'autre, on leur donnait des idées comme ça, mais sans avoir l'air de leur donner comme ça, de leur dire oui, ça c'est un immeuble comme ça c'est machin. Et il y a des choses qui sont ressorties, des choses que si on leur avait donné le scénario, ne seraient pas ressorties. Par exemple, Catherine a passé son temps avec sa ceinture de sécurité, et ça, c'était un truc qui nous a beaucoup troublés. On se disait, mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi? Et bien après, on a parlé beaucoup ensemble, et c'est là où elle nous a expliqué qu'en fait, le Liban, c'était particulier pour elle. C'était un voyage qu'elle devait faire avec sa sœur, et qu'elle n'a pas eu le temps de faire. Et donc, ce rapport à la voiture, à la ceinture, à tout ça, c'était un truc comme ça qui lui était venu. Elle s'était pas rendue compte même qu'elle le faisait tout le temps. Et voilà, donc ça c'était une des choses par exemple qui nous semblait intéressante qu'ils ont apporté. Et puis de ne pas forcément, quand ils vont dans le village, c'est la première fois qu'ils y vont tous les deux. Et on essaye de filmer leur réaction. C'était aussi très important parce que de rester avec ces deux personnes. Même si, bien sûr, on aurait pu filmer beaucoup d'autres choses, mais il y avait eu tellement d'images, et ces images étaient tellement restées impuissantes qu'on essayait autre chose. Oui, et Catherine, c'était pas l'idée d'avoir une ambassadrice, en fait. Du tout. C'était plus vraiment un corps de cinéma. Je ne demandais pas de réagir à ce qu'elle voyait, forcément. Elle n'avait pas... Voilà, Rabia et Catherine, chacun a autant de légitimité. Et Rabia, lui, il cherche vraiment quelque chose qu'il ne trouve pas. Comment est-ce qu'elle a réagi quand elle a vu le film d'ailleurs? Et comment est-ce qu'elle vous a aidé à le promouvoir? Parce que vous êtes allé à Cannes avec le film. Et en fait, au départ, on a tourné 6 jours. Donc, dans la tête de la plupart des gens, c'était un film très court. Et puis, au fur et à mesure, c'est devenu un film long. Donc, elle était très... Elle était contente, elle a juste demandé à voir le film avant d'aller à Cannes. Il y avait aussi, c'était un moment aussi très particulier parce que ce qu'on avait voulu faire dans le film, c'est que, en fait, l'expérimentation, c'était aussi je tourne ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire que quand Catherine a voulu venir, l'ambassadeur du Liban, au début, il se disait elle ne va jamais venir. Donc, de France, pardon, au Liban, il a laissé ça. Puis quelques jours avant, il s'est rendu compte qu'elle allait venir. Donc, ça a commencé à être très compliqué. Il nous appelait beaucoup. Il disait mais qu'on la mettait en danger. Donc, il a demandé à ce qu'il y ait un garde du corps. Et là, en fait, on s'est dit, voilà, le principe du film va être aussi de tout ce qui se passe, on doit l'intégrer. Donc, on a intégré le garde du corps. Ensuite, il y a eu, on a été voir les gens du Hezbollah qui nous ont dit, bon, maintenant, on leur a dit, mais le principe, c'est que si vous nous interdisez de filmer, ça va être dans le film aussi. Donc, on a essayé de faire aussi un film où on a mis comme un dispositif. Et puis ensuite, il fallait enregistrer quelque chose. Enregistrer aussi un rapport aux images, c'est-à-dire que c'est un film qui bien sûr témoigne de ce qui se passe à ce moment-là, mais témoigne aussi beaucoup de qu'est-ce qu'on fait en fait, quel genre d'image on peut faire aujourd'hui, quel genre d'image pour pouvoir voir à nouveau. Est-ce que nous qui voyons beaucoup d'images de conflits sur différents supports, journal télévisé, sur internet, tout ça, à quel point notre rapport à ces images fait que est-ce qu'on est capable encore de se révolter face à une image, et si on se révolte, comment, et c'est-à-dire que c'était une grande question qu'on essayait de partager aussi. Donc le rapport à la fiction est venu de cette idée-là, c'est-à-dire que dans des lieux où le documentaire presque est... Voilà, on ne peut filmer que des images où le réel est très lourd, très fort. Qu'est-ce qui ferait qu'il y ait une fiction? Et une fiction, c'est pas... L'idée, c'est de se dire que le rapport à la fiction, c'est aussi la possibilité d'inventer autre chose, de reconnecter avec notre propre histoire. Et c'est pour ça que c'était tellement important, quelque part, qu'il se passe quelque chose
entre Rabia et Catherine. Mais tout le long, on ne savait pas très bien ce qui allait se passer, ni si quelque chose se passerait. Peut-être qu'on peut dire qu'il ne se passe rien, on peut dire qu'il se passe des choses. C'est aussi, chacun doit projeter ce qu'il peut vivre par rapport à ça. Parce que ce qui est le plus terrible, en fait, dans les guerres, c'est que elles sont très dures, les images sont insoutenables, mais il y a aussi le quotidien où on traverse les ruines, le quotidien où on va recommencer à vivre. Et pour nous, ce qui était très important, c'est les plans aussi de la fin, quand ils sont au bord de la mer, de se dire finalement, c'est comme un cycle continu de destruction et de construction. Les choses se détruisent, les choses se reconstruisent, et puis il faut continuer à rêver, à vivre, à croire, à se projeter. Il faut que la fiction revienne dans tout ce qu'elle... Si on lui fait porter tout ça aussi. Merci pour ce beau film qui est très troublant quelque part, justement pour cette question de fiction et réalité. Il s'agit de deux acteurs, actrices, acteurs. Donc du coup, on se demande toujours dans quel rapport ils sont. Est-ce qu'ils sont en rapport d'acteurs ou est-ce qu'ils sont en rapport d'humain? Et véritablement, comme spectateur, on ne sait jamais. Plus que vous pensez peut-être. On est toujours en train de penser, ils sont en train de mettre quelque chose en scène, ils sont en train de jouer, quoi. Ce qui est très troublant. Et justement, je pense, fur et à mesure que le film s'avance, on a de plus en plus la sensation qu'il s'agit d'une fiction. Il y a un texte à un moment donné en arabe sur les images, surtout à la fin. Et puis, tout à la fin, il y a une suggestion d'une histoire d'amour qui s'est développée entre les deux personnages. Et du coup, ça devient vraiment des personnages. En même temps, la chose qui est troublante, c'est que la réalité, elle reste toujours aussi dure. Et que, voilà. Vous avez pensé à ça, à vraiment à mettre une fiction qui grandit, qui devient plus important, ou est-ce que c'est venu tout seul voilà. Non, c'était en fait l'idée un peu étrange qu'on avait eue au départ. C'est-à-dire que je ne peux pas expliquer exactement comment ça a commencé cette idée-là, mais c'était presque dans un élan de se dire si la fiction revient, alors la vie revient, bizarrement. C'était comme ça qu'on l'a lié. Et Khalil, qui n'est pas avec moi, mais il était... Toute son obsession continue, c'était le retour de la fiction. Parce qu'on ne savait pas quand ça allait revenir exactement. Peut-être que ça ne reviendrait pas du tout. Peut-être que... et on pense que ça revient quelque part avec le regard que Catherine fait à Rabia, qui est un regard quelque part comme ça, une sorte d'évocation d'histoire d'amour ou de quelque chose. On peut l'interpréter de façon très différente. Il y a aussi cette idée d'une star... qui à un moment veut voir quelque chose, qui fait ce voyage, puis qui revient en fait, avec ses habits de star à ce dîner de charité, et qu'elle a fait finalement comme c'est-à-dire que c'était un peu le principe comme ça aussi de se dire ce dîner par exemple où elle va, on voulait qu'il y ait une déconnexion et c'est comme un retour, mais où peut-être on ne savait pas comment elle reviendrait. Parce que quand elle accepte d'aller avec nous dans ce village détruit de Bent Jbeil chercher la maison de Rabia, il cherche vraiment la maison de la grand-mère de Rabia et en même temps elle n'a jamais vu quelque chose comme ça. Donc on ne sait pas, elle sait qu'elle va pas revenir exactement comme avant. Donc combien ça durera après, voilà, mais c'est-à-dire qu'il y a ce rapport quand on la filme aussi de cet inconnu. Donc cette idée de faire une sorte... on avait cet espace, nous, pour faire une soirée. On l'a donné à une œuvre de charité qui a fait le dîner. Et puis nous, on est arrivés, on s'est mis dans ce dîner qui avait lieu et qui a continué après nous. Donc c'était aussi cette idée-là de toujours mettre un élément et puis de voir comment il allait réagir par rapport au reste. Donc, mais nous-mêmes, quand on fait le film, on ne sait pas très bien. Le dosage, il est une expérimentation un peu chimique. Quand on est sur la frontière, on ne sait pas du tout si ça va marcher.
On est là, on est arrivé avec l'équipe et on teste en fait tout de suite, pendant qu'on filme, est-ce que ça va marcher? Et on n'a aucune idée qu'ils vont ouvrir la route. C'est une sorte de négociation avec le réel. C'est-à-dire, l'idée, c'est un peu symbolique, mais dans des lieux où on a l'impression que le territoire se rétrécit, alors on fait des gestes comme ça de repousse, un peu on étend un peu symboliquement. Alors bien sûr, ils descendent, il y a un énorme trou d'obus qu'on n'avait pas vu d'en haut, alors il faut qu'ils remontent, et ils ont fait quelques pas. Mais c'est comme ça, c'est des choses de négociations symboliques dans certains lieux. J'ai lu quelque part cette scène comme justement la fin de la fiction, ou l'impossibilité de la fiction. Il y a tellement un jeu et tellement un truc sur il faut qu'on va filmer là, et ça c'est le jeu. Et puis une fois qu'on filme là et que les acteurs sont là, ils sont des stars, ils sont tout ce que tu veux, mais il n'y a plus de cinéma, il y a juste un trou dans la terre, il n'y a rien. Oh, ils sont vraiment là, ils peuvent rien faire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on ouvre une route, on fait des semaines de négociations pour avoir cette possibilité de faire. On ne sait même pas si ça va marcher. La route s'ouvre, il marche et il y a un trou de but. Mais est-ce que, alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit on voit le trou d'obus, soit on dit ils ont fait quand même quelque part. Et après, ça dépend. Merci. Et d'abord, je voulais juste dire que c'était beau de voir le film après. Je trouve que ça a bien marché pour moi. Mais j'ai une question à les choses que vous avez décidé de ne pas montrer. Par exemple, le son des avions qui passent. Et on voit comment elle réagit, mais on ne voit jamais les avions. Et là, par exemple, je me suis demandé s'il y avait vraiment les avions ou pas. Et est-ce que c'était quelque chose qui était dans votre script ou si c'était quelque chose qui s'est passé? Oui. Et s'il y avait d'autres moments comme ça que vous avez... C'est-à-dire qu'en fait, nous, quand on a commencé à travailler, Freddy et moi, on n'a pas fait d'école de cinéma ou d'art. On était un peu jeunes, on a commencé à faire des photos au Liban, des vidéos. Et notre question continue était une question critique autour des images. C'est-à-dire, dans un monde où il y a plein d'images, parce qu'il y a des images de tout aujourd'hui, et comment on fait en fait pour regarder une image, pour lui donner une puissance, est-ce qu'on doit faire ça? Voilà, est-ce qu'on doit déconstruire les représentations qu'il y a sur le monde arabe, par exemple, sur les uns et les autres, entre les gens qui sont des côtés des frontières différentes? Comment on fait pour déconstruire tout ça? Et surtout sur la représentation qu'on a de nous-mêmes, l'image qu'on a de nous-mêmes. Et en fait, dans nos expérimentations continues, artistiques ou cinématographiques, on tente des choses. On ne sait pas comment ça va marcher, mais pour nous, le plus important, c'est que celui qui est en face, celui qui est dans la salle, il va peut-être se poser aussi des questions avec nous. Nous, on n'est pas dans le savoir. On va essayer des choses, et puis là, si l'autre participe, s'il se pose des questions, s'il commence avec nous déconstruire certaines choses, de dire mais pourquoi il n'y a pas d'avion en fait? Ça veut dire que c'est faux ou non. Ou alors ils n'ont pas filmé l'avion. Voilà, on commence à avoir peut-être un rapport plus critique, différemment critique, ou si on partage simplement des questionnements ensemble. Et c'est pour moi le lieu justement du cinéma, de l'art, c'est un lieu de partage, un territoire, j'y crois énormément, de partage de questions, et il y a toujours de l'espace. On ne répond pas à tout, parce qu'il y a l'espace pour l'autre, qui se projette ou pas. Parfois, ça ne marche pas, mais on aimerait ça. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de choses latentes dans tout ce qu'on fait, des choses invisibles. Ça fait partie aussi du cinéma. Ce qu'on retire, pas seulement ce qu'on rajoute. Il y a aussi des images qu'on retire. Et elles font aussi partie de ce questionnement. Je ne sais pas si ça fait sens, mais... Ah oui, il y a des avions, il y avait beaucoup d'avions. Ça, oui. Mais après, c'est aussi la fonction du champ contre champ, mais ça, qui est très travaillée dans le film. C'est-à-dire, dans le film, l'idée, c'était que, en fait, Rabia et Catherine, ils partagent l'image, mais ils ne sont pas dans un vrai champ contre champ.
Parce que la plus grande impression de cette guerre-là, c'était que nos vies ne valaient pas grand-chose, en fait. Et que je pense que beaucoup d'autres personnes qui sont vivent dans des conflits en Syrie aujourd'hui ou en Irak peuvent ressentir exactement la même chose. Donc il fallait presque, dans le film, essayer de redonner un visage avec une femme qui est le visage, voilà, Catherine, que Rabia existe énormément aussi. Et que, en fait, petit à petit, entre eux, ils commencent à avoir un chant contre chant. Parce que pour nous, dans notre tête, le chant contre chant, c'est je suis là comme toi, en fait. Je te regarde, tu me regardes, on est dans un chant contre chant, on partage. Et donc au début, pendant longtemps, ils sont dans le même plan, mais ils n'ont pas chacun son plan. Et en fait, au fur et à mesure, il y a une relation qui se crée, et à la fin du film, on insiste beaucoup sur les chants contre chants, en fait. C'était un peu cette idée-là. C'est des choses qu'on essaye de faire parce que nous aussi, ça nous importe. C'est comme regagner un visage, regagner un nom, regagner une histoire. Ouais, c'est important. Le fait que tu parles de la place du cinéma dans votre travail en général, on aura donc demain une masterclass plus autour de votre travail plastique avec Dirk Snauwaert, qui est directeur du Reels. Et on aura une discussion dimanche aussi, si Khalil peut venir, autour de Lost Film et de Lebanese Rocket Society. Mais pour ceux qui ne sont pas là, ni samedi ou dimanche, tu pourrais... Acceptable. Je comprends pas la question là. Complètement inacceptable. Okay. Non, je voudrais que tu parles un peu peut-être de ces ponts que vous faites, de ces croisements entre l'art plastique et le cinéma dans votre travail. Donc vous avez commencé par la photo, et puis vous avez fait des vidéos. Voilà, je vais te laisser continuer. En fait, on a commencé un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, très vite, on a fait les deux. On a fait notre première exposition en 97 et en 98, on a tourné notre premier long métrage. Mais l'idée, c'est pas de... C'est venu parce que il y a beaucoup de ponts entre la photographie et les installations. C'est un rapport à l'image en général. On fait des images. Alors, elles peuvent être fixes, elles peuvent être en mouvement, elles peuvent être performatives. On s'intéresse beaucoup au texte, on s'intéresse à la narration, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse le plus, c'est les imaginaires. C'est-à-dire comment on construit et on déconstruit un imaginaire. Qu'est-ce qui fait que nous, aujourd'hui, on a ces imaginaires-là sur des peuples, des pays, des images, des situations, et qu'est-ce qui fait qu'on croit, justement? Parce que ce qui nous meut le plus à chacun d'entre nous, c'est la foi qu'on peut avoir en des situations, dans les images, dans l'autre, dans certaines choses, et on s'engage comme ça. Et donc, déconstruire pour nous les imaginaires, tout ça fait partie de ça, comme par exemple l'écriture de l'histoire est très liée à l'imaginaire. Comme si vous venez voir Lebanese Rocket Society, qu'est-ce que l'histoire retient finalement? Pourquoi l'histoire qui se transmet retient certaines choses et pas d'autres? Et finalement, il y a toutes ces histoires tenues secrètes, ces histoires qui nous intéressent beaucoup, nous toujours. Ce sont des histoires qui, quelque part, sont une résistance face à l'histoire officielle et dominante, l'histoire qui peut-être ne s'écrit pas par tout le monde, elle s'écrit par certains. Et donc dans cette recherche, à ce moment-là, nous évidemment, on touche un peu à tout, parce que c'est la forme que ça prend. Ensuite, ceux qui font des films savent que ça prend énormément de temps. Et donc cette temporalité-là, nous, on l'accepte, mais on a besoin aussi d'expérimenter beaucoup d'autres choses à travers la photographie, qui est ça fait le premier amour de Khalil, et la narration. Donc raconter de différentes manières, expérimenter certaines choses, toutes liées à la représentation, ça nous semble logique en fait. Ce qui me semble moins logique, c'est combien c'est difficile de faire des ponts entre les deux. C'est des mondes très séparés, et c'est presque très complexe de les relier. Mais c'est aussi quelque chose sur lequel j'essaye de travailler sur une perméabilité et une non-définition des choses, parce que c'est quelque chose qui nous importe beaucoup, cette idée de non-définition, de ne pas définir, de ne pas chosifier, de ne pas se définir non plus, et donc d'avoir une forme de liberté. On va s'arrêter là, malheureusement.
parce que Peter Guida nous a besoin de la salle. Mais je vous invite à voir dans le foyer, donc Kiam, 2007, en deux parties. Un film très intéressant en fait. Il y a sur un camp de détention au sud du Liban. Et la particularité de ce film, c'est que les détenus de ce camp ont été détenus là pendant 6 et 10 ans et qu'ils racontent comment ils ont progressé, comment ils ont fabriqué des objets en clandestinité au risque de la torture et que vous verrez comment en fait c'est toujours dans ces lieux-là qui essayent de déshumaniser l'être. En fait, le premier recours est toujours vers... Il y a un élan artistique et c'est toujours troublant. Donc, si vous avez le temps, regardez. C'est un film en 2 parties, parce qu'après le camp a été détruit, on a fait une suite sur l'imaginaire, la transmission et la mémoire. Et puis un film aussi, je me permets d'expliquer rapidement, un film qui s'appelle Images latentes, Images rémanentes, pardon, qui est un film qu'on a trouvé dans les affaires de l'oncle maternel de Khalil, qui a été kidnappé durant les guerres civiles libanaises en 1985, et qui a appris à Khalil à faire de la photo. Et en fait, c'est un film qu'on a trouvé 15 ans après, dans son sachet jaune latent, qui n'avait pas été envoyé. Et donc, on l'a pris à laboratoire, on a beaucoup travaillé sur la correction des couleurs, et c'est le film de 3 minutes que vous pouvez voir qui est exposé là-haut, sur la persistance des images qui parfois refusent de disparaître. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup, Jonathan. Merci d'avoir été là. Et donc à demain.